Dans un cycle de vie humain, nous devons nous conformer à un mode de vie imposé par la société. Tout commence par l'enfance, l'âge de l'innocence et les apprentissages. Ensuite arrive l'adolescence, l'âge de la découverte et du questionnement. L'âge adulte, où il y a de grands accomplissements, autant matériels que personnels. Finalement, l'âge des aînés, où on se rend compte que notre vie a passé devant nos yeux en un claquement de doigts. Et si on prenait le temps d'en profiter? Et si on ne se conformait pas à la ligne directrice de la société? Et si on décidait de partir à l'aventure? C'est pendant la période Peace and Love des années 1960 que commencent à apparaître les premières fourgonnettes, caravanes ou schoolies aménagées. C'est clair qu'il y a des personnes qui font ça parce qu'ils rejettent la société, en fait, comme on a pu le voir avec les beatniks, les hippies ou les hobos qui faisaient ce mode de vie-là parce qu'ils avaient un certain rejet de la société. Il y a des personnes qui ont décidé de rejeter aussi le format plus routinier de notre mode de vie, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire du 9 à 5 quand ils ont fini leurs études et qu'ils trouvent un emploi. Ils ne veulent pas avoir vraiment la vie métro, boulot, dodo, comme on dit. Aujourd'hui, je dirais que quand je vois un petit peu l'évolution de cette pratique-là, c'est beaucoup technologique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'habitacle qui est très différent. Il y a une maximisation de l'espace pour que ça soit le plus pratique possible. Ce que je préfère de la vie de van, probablement, c'est la simplicité. Tu n'as tellement pas d'espace de rangement comparé à un appart ou une maison qu'il faut que tu y ailles à l'essentiel. Il faut que tu ailles ce que tu sais que tu vas utiliser absolument, puis il faut que tu en ailles le minimum. Tu ne peux pas avoir 8 manteaux différents, tu peux pas avoir 6 paires de bottes. Tu vas avoir un manteau, une paire de bottes, puis tu vas choisir les meilleurs éléments puis amener ça avec toi. Puis ça va épurer un petit peu ton stock, puis ce que tu transportes, puis comment tu le fais. T'sais. La location de van est simple et efficace pour les nouveaux intéressés. Par contre, près de 93% de ceux qui pratiquent ce mode de vie sont propriétaires de leur véhicule aménagé. Il y a des compagnies qui se sont développées où ils créent quelque chose de préfabriqué qu'on installe soi-même dans son SUV et pour le transformer en van aménagé. Nous, on est parti sur 3 kits de conversion au baroudeur parce qu'on s'est dit qu'il en fallait un petit peu pour tous les types de van life. On a un kit de conversion qui est plus pour des fourgonnettes, puis un autre qui est plus pour des minivans. On en a un troisième qui est pour les petits VUS qui vient avec une tente de toit. Notre produit principal, ça reste les kits de conversion pour les minivans. Et l'évolution aussi, c'est dans la pratique des personnes. C'est-à-dire qu'autant avant, je constatais que les gens voulaient acheter des véhicules récréatifs tout faits, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent le créer eux-mêmes. Pour construire ta van, dans le fond, ça prend du temps, ça prend des ressources matérielles, ça prend de l'espace. C'est ça, en Nouvelle-Zélande, j'ai construit ma propre van en à peu près un mois avec l'aide d'un de mes amis. Puis après ça, d'autres gens que j'ai rencontrés là-bas qui m'ont donné des matériaux, qui m'ont prêté des outils, qui m'ont laissé utiliser l'espace qu'il y avait chez eux pour le faire. Puis vraiment de A à Z, là, la van était déjà strippée quand je l'ai achetée. Puis après ça, moi, j'ai tout fait un plancher. Après ça, j'ai comme construit mes meubles, j'ai installé mon lit. C'était ma première van, fait que c'est sûr qu'elle n'était pas parfaite, mais honnêtement, j'ai été agréablement surpris du résultat. Là. Il y avait de la fourrure au plafond, elle était quand même incroyable. Là. Pour convertir une van, il y a pas vraiment un critère précis, mais il y a quand même différentes étapes à suivre. Je pense que la première, c'est vraiment de comprendre quels sont tes besoins. Tu as du monde qui va vouloir être debout dans sa van, tu as du monde qui va vouloir avoir une douche dans sa van, avoir une toilette. Je pense que l'important, c'est vraiment de définir ton besoin, puis après ça, de définir ton budget aussi. Là. Le hashtag VanLife est initié par le réalisateur Foster Huntington en 2011, un hashtag qui est aujourd'hui viral mondialement. La van life, c'est très instagrammable. La réalité, elle n'est pas aussi belle que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à longueur de temps. Là. La van qui est super bien rangée, c'est beau, il y a des petites fleurs sur le côté. Crime, viens voir ma van, là, tu vas te rendre compte que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il faut trouver le juste milieu aussi sur les réseaux sociaux entre l'image que tu véhicules puis ce que tu fais réellement. Je pense que c'est vraiment important. Tous ceux qui sont sur les médias sociaux et qui diffusent énormément d'images, en fait, que ce soit sur Instagram, Facebook, leur chaîne YouTube et tout ça, et qui font de l'autopromotion de leur propre mode de vie, donc de la van life.
tous leurs déplacements vont être en fonction de la superbe photo qu'ils vont pouvoir prendre et diffuser sur Instagram, ce qui va permettre d'avoir du clic pour, au bout d'un moment, financer et surtout des sponsors qui s'intéressent à eux et qui, dans la photo, après, on va voir par exemple une marque de bouteille thermos parce que ce sponsor-là a dit lui, il fait du clic avec sa photo, on va le financer comme ça. Les rencontres et les relations tissées lors de divers itinéraires sont aussi des souvenirs chers et importants aux yeux des van lifers. Donc, j'ai été cette année au festival El Campo. C'est un festival, un rassemblement de vannes et de tripeux de vannes. Et cette année, il y avait plus que 400 vannes, je pense, qui étaient sur le site pour une fin de semaine. Puis là, c'est vraiment tous des gens qui ont toutes sortes de vannes. Des vannes qui ont été assemblées par les propriétaires, des vannes qui ont été assemblées professionnellement, des autobus, des trucs vraiment off-road, des trucs vraiment classiques Westphalia. Puis c'est vraiment cool de voir justement la diversité même à l'intérieur de ce monde-là de vannes. My name is Chrome Valdez and I'm from Vancouver, BC. From New Zealand. From Vancouver. De Val-des-Monts. Puis c'est des gens qui sont super inspirants, là, puis tout le monde a des histoires à raconter, tout le monde a été à toutes sortes de places. Je pense que la plus belle découverte de mes terrains de recherche, en fait, ça a été l'endroit qu'on m'avait déconseillé. Le seul endroit où on m'avait dit surtout, ne va pas là. C'est comme le pire endroit des full-timers. Je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir un petit peu. Slab City est un endroit où ils peuvent vivre. C'est une communauté sans loi. Pour vous donner une anecdote, j'ai eu la chance de vivre un des premiers soirs où je suis arrivée là-bas, un feu de camp. Et autour du feu de camp, j'ai réalisé que il y avait moi, étudiante en anthropologie, j'avais l'ancien bras droit du juge de Los Angeles, j'avais un ancien ranger à ma gauche, j'avais une personne autochtone qui vivait dans sa voiture et qui était à la recherche de ses racines. J'avais un détenu qui se vantait d'avoir été détenu sur les 5 continents. Et tout ce monde était autour du feu et on chantait des chansons et je me disais, c'est incroyable. C'est le 11 mars 2020 que l'épidémie du COVID-19 est déclarée pandémie. Ce virus, atteignant toute la planète, a freiné l'économie mondiale et on a vu pendant plusieurs mois le monde entier sur pause. Les centres commerciaux, les écoles, les aéroports. Tout était vide. Tandis que les hôpitaux, eux, étaient bondés. Les voyageurs, bloqués dans leurs pays respectifs, ont dû trouver un moyen d'explorer leur propre coin de pays. Pendant la pandémie, ce qui a été difficile, j'habitais dans ma van au début de la pandémie, puis c'est les toilettes, les douches qui étaient beaucoup plus compliquées parce qu'avant ça, j'avais tendance à aller soit au gym, la douche, je la prenais là. Toilettes, tout ça, ça peut être dans des restos en temps normal. Mais là, avec la pandémie, tout ça était fermé. Fait que là, c'était comme de trouver des alternatives pour rester hygiénique et confortable, tu sais. La pandémie, pour nous, ça a été extrêmement difficile, extrêmement positif aussi. Il a fallu commencer à travailler à distance, mettre tous les outils en place. Et puis la réalité, c'est que les frontières ont fermé. Donc nous, on avait quasiment rempli notre calendrier de réservation. Puis du jour au lendemain, en à peu près 2 à 3 semaines, on a perdu 100% de nos réservations. Ça a été très intense, mais d'un autre côté, ça nous a permis de nous lancer réellement sur les kits de conversion. C'était pas un projet initialement de vendre des kits de conversion, mais on s'est rendu compte que il fallait qu'on touche une clientèle plus locale. C'est de là que le phénomène de la van life a explosé en popularité à travers le Québec. Je me suis demandé justement si c'était la fin des personnes qui vivaient à plein temps dans leur véhicule récréatif. Et en fait, pas du tout. Ça a été comme le début d'une nouvelle aventure. Jamais j'aurais pensé, par exemple, que la pandémie puisse influencer aussi positivement ce mouvement-là, parce que quand on regarde les ventes de vannes, de véhicules récréatifs juste cette dernière année et demie, ça a explosé. Et ça, peu importe qu'on se trouve au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie, partout ça a explosé. Alors faire de la van life seulement dans son propre pays, il y en a que ça a beaucoup attiré actuellement. Est-ce que ça les attirera encore dans 30 ans? Je ne sais pas. Am I old like old?